Quand on est un écureuil, on risque toujours de servir de repas à quelqu'un. Tout ça parce qu'on est petit, qu'on n'a pas de venin ni de carapace solide. Mais ça veut pas dire que les écureuils n'ont pas trouvé de moyen de survivre. Le serpent à sonnette est l'ennemi juré de nombreux écureuils. Les écureuils des rochers et les écureuils terrestres de Californie en ont conscience, et ils savent comment masquer leur odeur avec de la peau de serpent. Ils ramassent des morceaux de peau de serpent, ils les mâchent, puis ils se lèchent la fourrure. Ils lèchent aussi leurs petits. C'est comme ça qu'on passe le temps chez les écureuils. Ça peut sembler absurde, mais cette astuce permet de tromper les serpents qui ont une mauvaise vue et un bon odorat. Peu importe que l'animal devant eux ait l'air un peu trop poilu pour être un serpent. Il sent le serpent, un point c'est tout. Certains écureuils vont encore plus loin et se roulent dans la terre, là où des serpents se sont reposés. Et ça marche aussi. Un autre moyen de défense étonnant que les écureuils ont trouvé est de réchauffer leur queue. Les écureuils terrestres de Californie peuvent réguler le flux sanguin vers leur queue, modifiant ainsi sa température. Au quotidien, ils s'en servent pour se rafraîchir ou se réchauffer, mais lorsqu'ils sont confrontés à un serpent, ils débloquent de nouvelles fonctions caudales. Les écureuils terrestres, comme les autres écureuils, lèvent la queue et l'agitent lorsqu'ils voient un serpent. Ils essaient ainsi de paraître plus grands et plus redoutables. Mais lorsqu'on rencontre une espèce de serpent qui se repère grâce à la chaleur, remuer la queue ne suffit pas, surtout s'il fait nuit. Remuer une queue chaude, c'est beaucoup mieux. D'habitude, dans une telle situation, le serpent ne comprend pas quel genre de monstre inconnu il vient de rencontrer et il bat en retraite. Les écureuils, eux, savent très bien ce qu'ils font, car ils ne réchauffent leur queue que lorsqu'ils sont confrontés à certains types de serpents. Si le serpent ne peut pas sentir la chaleur, l'écureuil n'utilisera pas cette astuce. Il ne le fera pas non plus s'il est confronté à un autre écureuil ou à quelque chose d'inconnu et de potentiellement dangereux. Au fait, une autre raison d'agiter la queue est de dire au serpent « Je t'ai vu ». Tu profiteras pas de l'effet de surprise. Pas de proie facile pour toi, va chasser ailleurs. Agiter la queue en l'air informe également les autres écureuils du danger et détourne l'attention du serpent des petits écureuils beaucoup plus vulnérables. En cas d'affrontement, il arrive qu'un écureuil adulte attaque le serpent. Il le mord et le bombarde de gravier avec ses pattes. Les écureuils adultes ont un autre avantage sur les jeunes. Leur sang contient une protéine qui les aide à survivre à une morsure venimeuse. Cette protéine apparaît avec l'âge. Aussi les serpents préfèrent-ils s'attaquer aux jeunes écureuils qui ne sont pas encore immunisés. Les écureuils défendent leur progéniture parce que, protéger ses petits est un comportement normal. Et parfois, une maman écureuil furieuse peut attaquer et même tuer un serpent. Il y a pas mal de cas répertoriés. Les écureuils savent très bien estimer la dangerosité des serpents. Pour ça, ils écoutent le son de leur cascabelle. Voici leur raisonnement. Plus le serpent est gros, plus il est froid, donc lent. De tels serpents cliquettent à des fréquences plus basses. Les serpents plus petits, qui sont plus chauds et plus rapides, cliquettent beaucoup plus vite et plus fort. Les écureuils sont donc plus enclins à s'approcher des premiers qui sont moins dangereux. Au fait, si comme moi vous vous demandez comment les chercheurs étudient les interactions entre les écureuils et les crotales, voici la réponse. Ils utilisent un robot écureuil. Mais oui, ils préparent le robot, ils installent une caméra à côté du serpent et ils observent. C'est ainsi qu'on a découvert la réaction des serpents aux queues chauffées. Et Steve et moi avons découvert que ce robot est vraiment hilarant. Mais comme c'est souvent le cas, si les proies deviennent imprévisibles, les prédateurs doivent s'y adapter. C'est ce qu'on appelle la coévolution, c'est-à-dire l'évolution parallèle d'espèces qui interagissent constamment les unes avec les autres. C'est un peu comme une course aux armements sans fin, et chez les serpents et les écureuils, ça commence dès la naissance. Comme je l'ai dit, les écureuils développent un antivenin, qui varie en fonction de l'environnement, et bien sûr des espèces de serpents locales. En réponse, les serpents modifient constamment la composition de leur venin, cherchant à contourner les défenses des écureuils. C'est la sélection naturelle à l'œuvre. Si l'antivenin de l'écureuil ne fonctionne pas, l'animal meurt avant de pouvoir transmettre ses gènes faibles. Les serpents dont le venin est inefficace meurent de faim avant de pouvoir se reproduire. Bon, selon des données récentes, c'est les serpents qui sont en train de remporter cette course aux armements. Mais c'est provisoire.
Parce que l'intelligence des écureuils et leur capacité d'adaptation vont au-delà de la protection contre les serpents. En fait, c'est tout à fait logique. Le monde est plein d'autres animaux auxquels il faut s'adapter, et tous ne sont pas rampants. Les écureuils ont toujours une longueur d'avance sur le danger, et pour être toujours prêts, ils suivent les réseaux sociaux. Enfin, leur équivalent dans la nature, ils écoutent ce que disent les oiseaux. Non, les écureuils parlent pas le langage des oiseaux. Enfin, pour autant qu'on sache. Mais ils écoutent et ils essaient de saisir l'essentiel de la conversation. Lorsque les écureuils coexistent avec des oiseaux, ils profitent habilement de leur bavardage. Si les oiseaux remarquent un prédateur et se mettent à gazouiller, les écureuils comprennent qu'il vaut mieux ne pas bouger. Les oiseaux se calment, ça signifie qu'on peut sortir, chercher des noix, fendre des glaciers. Ce que font les écureuils, quoi. En parlant d'oiseaux, eux aussi savent comment se servir des serpents pour leur propre sécurité. Une étude menée par des ornithologues de l'université de l'Arkansas suggère que certaines espèces d'oiseaux utilisent la peau de serpent pour effrayer les prédateurs en mettant dans leur nid ou en la suspendant à proximité de façon bien visible. Par exemple, la mésange bicolore et le guiraca bleu mettent des morceaux de peau de serpent dans leur nid. Le tyran huppé va encore plus loin. Il place de la peau de serpent à l'intérieur et à l'extérieur du nid. Et c'est très malin. Les principaux ennemis du tyran huppé sont les écureuils volants et les serpents ratiers. Mais les serpents ratiers mangent aussi volontiers des écureuils volants, qui préfèrent rester à l'écart des nids sentant la peau de serpent. Les petits ducs ont atteint des sommets d'ingéniosité. Pourquoi mettre une peau de serpent dans son nid quand on peut y mettre un serpent entier? Bien sûr, pas un serpent qui risquerait de manger les poussins. Rena dulcis est un serpent aveugle qui ressemble plutôt à un ver de terre écailleux. Il n'a même pas de dents du haut. Ce serpent passe la plupart du temps à creuser le sol, jusqu'à ce qu'un hibou le remarque et l'emporte dans son nid. Certains de ces serpents finissent dans l'estomac des poussins, mais d'autres vivent tout simplement dans le nid, où ils servent de jeunes filles au père. Je plaisante pas, ils mangent les parasites qui pourraient nuire aux oisillons, et grâce à ça, les petits hiboux grandissent plus vite et en meilleure santé. On pourrait presque parler de relations mutuellement bénéfiques, mais les serpents mangés par les hiboux seraient pas d'accord avec moi. Les mésanges Remisidae sont trop petites pour profiter des serpents, elles risqueraient de leur servir de proie. Mais il y a toujours une solution. Ces oiseaux, qui ne mesurent pas plus de 11 cm, construisent de complexes nids suspendus avec 2 entrées. Une vraie et une fausse, situées très près l'une de l'autre. La fausse entrée mène à une chambre vide, et pour accéder au vrai nid, il faut ouvrir une porte secrète. Comme elle est en partie constituée de toiles collantes, les oiseaux peuvent facilement fermer l'entrée de l'intérieur après être entrés ou sortis du nid. Ainsi, lorsqu'un serpent tente de pénétrer dans le nid d'une de ces mésanges, en espérant y trouver une proie facile, il se retrouve dans une chambre vide, il en déduit qu'il n'y a personne, et il s'en va en rampant tout déçu. À propos, on dit qu'en Europe centrale, on se servait des nids de ces mésanges comme de chaussons pour les enfants. C'est vrai que ça y ressemble. L'imagination humaine est une drôle de chose. Un autre oiseau, le drongo brillant, est lui aussi très intelligent. En fait, les drongos pourraient fonder leur propre entreprise de sécurité, ou du moins proposer leurs services sous forme d'alerte en direct. Pourquoi? Ces oiseaux se perchent sur les branches, d'où ils ont une très bonne vue de tout ce qui les entoure, ainsi ils peuvent repérer les prédateurs. Quand ça se produit, les drongos émettent de puissants cris d'alarme et d'autres espèces y réagissent. Par exemple, après avoir entendu le cri du drongo, les suricates agissent comme si c'était un de leurs congénères qui donnait l'alerte. Ils se cachent immédiatement. Le cri d'alerte précoce du drongo est très utile pour les suricates et d'autres animaux qui profitent des services de garde de ces oiseaux. Comme ils ne perdent pas de temps à surveiller les prédateurs eux-mêmes, ils peuvent trouver plus de nourriture. Mais les drongos sont plus retors qu'ils y paraissent. De temps en temps, ils émettent de faux cris d'alarme et ils s'emparent de la nourriture laissée par les suricates partis se cacher. Bien sûr, après plusieurs fausses alertes, les suricates commencent à se douter de quelque chose et ils ne réagissent plus. Mais comme je l'ai dit, les drongos sont des oiseaux très intelligents. Ils ont appris à imiter les cris d'alarme de plusieurs espèces pour pouvoir s'emparer du dîner des autres et ils connaissent au total 51 cris de ce type. Un sacré répertoire. Mais revenons aux serpents.
Comme vous l'avez sûrement compris, malgré l'intelligence de leur proie, les serpents se laissent pas faire. Ils ont besoin de manger, ce qui signifie qu'ils doivent trouver de nouveaux moyens de se nourrir. Une de leurs options consiste à faire appel au mimétisme à des fins d'agression. En général, le mimétisme sert aux animaux à se faire passer pour des prédateurs ou à prendre une apparence dégoûtante afin d'éviter de servir de proie. Le mimétisme agressif, c'est l'inverse. Les serpents se servent de parties de leur corps pour imiter les proies d'autres prédateurs. Et comme les serpents n'ont pas beaucoup de parties du corps sous la main, ils se servent en général de leur queue. La vipère à queue d'araignée a par exemple développé une queue qui ressemble à une araignée. Enfin, à quelque chose avec beaucoup de pattes en tout cas. Ses écailles ressemblent à des pattes, une bosse au bout de la queue fait office de corps, et le spectacle peut commencer. La vipère reste immobile, bougeant lentement la queue afin d'attirer un prédateur voulant manger cette araignée. Un oiseau le plus souvent, mais le serpent peut aussi attirer des mammifères insectivores comme les souris. Dès qu'une proie potentielle montre de l'intérêt pour la queue et se trouve à distance de frappe, le serpent attaque. Naturellement, la plupart des animaux ne s'attendent pas à un tel retournement de situation. Les chercheurs notent toutefois que les oiseaux locaux, qui partagent l'habitat des vipères à queue d'araignée, ne se laissent pas tromper facilement. Le plus souvent, c'est les espèces migratrices qui leur servent de proie, et les oiseaux locaux se contentent d'observer attentivement ce qui se passe. Mais même dans le cas des oiseaux de passage, la chasse n'est pas toujours couronnée de succès. Certains animaux sont assez rapides pour picorer le leur. Cette araignée a un peu un goût de serpent. Oh, ça alors, un ver. Non, c'est pas un ver. La vipère de la mort, l'un des serpents terrestres les plus venimeux d'Australie et du monde, utilise aussi un mimétisme agressif. Mais ce serpent ne prétend pas être une araignée. Au contraire, le bout de sa queue est très fin. Vraiment très fin. Regardez la différence entre le bout de la queue et le reste du serpent. Le prédateur se cache, par exemple dans des feuilles, en ne laissant dépasser que sa queue et en plaçant sa tête près du leur. Cette méthode d'embuscade est d'ailleurs ce qui distingue la vipère de la mort des autres espèces venimeuses d'Australie qui préfèrent chasser activement. Notre vipère attend donc, elle remue sa queue qui évoque un ver ou une sorte de larve, et quand l'occasion se présente, elle se jette sur l'animal qui voulait manger ce faux ver. Une rapide morsure, puis le serpent n'a plus qu'à attendre un peu que son venin fasse effet. Et voilà, le dîner est servi. À plus.